Et bah bonne année à tous, bienvenue dans cette nouvelle année 2026 que vous allez désormais suivre avec moi pour ce qui va être la toute nouvelle réglementation et saison de Formule 1 en 2026. Alors, nous allons dans cette vidéo aborder énormément de points parce que nous allons résumer tout ce qui s'est passé durant les essais hivernaux et pendant cet hiver où nous nous sommes dit au revoir. C'est un retour explosif sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et à lâcher votre petit pouce bleu. Et c'est parti pour le début de la vidéo. Donc pour commencer, qui dit année 2026 dit nouvelle réglementation. Comme énuméré depuis maintenant plusieurs années, 2026 ça a été vu comme une grande révolution au sein de la Formule 1 en changeant totalement beaucoup de domaines. On commence par le châssis et l'aéro qui ont été totalement repensés, disons au revoir à l'effet de sol qui avait été mis en place en 2022, pour dire de retour à un design plus ressemblant aux voitures de 2021, avec un fond plat basique, des voitures plus fines et moins longues, mais surtout avec l'extinction du DRS. Nous disons au revoir à ce petit clapet qui avait fait son apparition en 2014, même avant, qui avait fait son apparition il y a plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Maintenant, alors disparu c'est un grand mot, parce que c'est plutôt amélioré que disparu. Parce que maintenant, en plus de l'aileron arrière qui, on va dire, s'ouvre, maintenant l'aileron avant a suivi son grand frère l'aileron arrière, il s'ouvre également, pour donner plus de vitesse à la voiture et diminuer la traînée des voitures. Et sinon, après, c'est également des changements moteurs. Nous disons au revoir aux anciens moteurs de 2014 jusqu'à 2025, qui étaient sur un ratio de 80% thermique, 20% électrique. Maintenant, on est passé à un ratio de 50-50. Et putain, si on m'avait dit que des moteurs de cette envergure feraient autant de puissance, mon dieu, j'aurais pas cru. Il y a eu tellement de choses qu'on a vues et qui se sont produites lors de ces essais au niveau de ces moteurs qu'il y a beaucoup de points à discuter. Mais nous allons commencer d'abord avec du coup, ces moteurs, mais surtout avec une petite polémique qu'il y a eu auprès de Mercedes durant l'hiver. Alors, Mercedes, qu'est-ce qui s'est passé avec cette écurie durant l'hiver ? Eh bien, comme vous le savez, les équipes ont dû développer de tout nouveaux moteurs, du coup avec ce nouveau ratio 50% thermique, 50% électrique. Et en gros, il y a eu aussi une règle qui a été instaurée sur ces nouveaux moteurs, c'est que le taux de compression de l'essence est passé d'un ratio de 18:1 à un ratio de 16:1. Pour du coup, en gros, pour faire simple, c'est la quantité d'essence qui est aspirée dans le système avec les pistons, le vilebrequin, pour justement créer l'inertie et l'énergie pour que le moteur fonctionne. En gros, c'est juste diminuer l'aspiration de l'essence à un taux plus faible. En gros, Mercedes a réussi à faire en sorte que son moteur garde un ratio de 18:1 lorsque ça roule, mais lorsque la voiture est à froid, hop, on revient à un taux de 16:1. Ça va être une petite ruse plutôt pas mal. Toto Wolff s'est exprimé à ce sujet, il en a marre qu'on tourne autour de son moteur alors qu'il a été déclaré comme légal par la FIA. Donc, pour ce qui est de la légalité des choses, nous verrons bien après quelques grands prix en début de saison pour voir s'il y a vraiment une triche ou un problème lié à ces moteurs et si la FIA mettra son grain de sel. Nous verrons bien. Mais voilà, ça c'était la petite section sur Mercedes qui a fait polémique durant l'hiver. Un moment, Red Bull Ford Powertrain, du coup le moteur de Red Bull et de Bisakasha et de Racing Bull, a été décelé par le même problème, mais comme Mercedes, ils ont été déclarés légaux, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème sur ces moteurs. Maintenant, nous allons passer à un sujet un petit peu plus délicat et un peu plus chaotique. Aston Martin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette écurie pendant l'hiver et les essais hivernaux ?
C'est simple, Aston Martin, c'est que des problèmes. Quand je dis que des problèmes, c'est vous pouvez pas faire pire qu'un début de saison. Je pense que même Alpine et Williams, ils ont jamais fait pire. Pour commencer, Williams, du coup, seule écurie motorisée par le moteur Honda, qui fait son retour officiellement en Formule 1 en 2026, a eu énormément de problèmes durant les essais. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Déjà, la voiture manque de rythme, mais à un point qu'on n'est même pas dans le ratio des 107%. Alors, qu'est-ce que c'est le 107%? Le 107%, c'est une règle instaurée par la FIA qui dit que si une voiture est à moins de 10 ou 11 secondes de mémoire de la voiture leader du classement en termes de chrono, elle ne pourra pas participer à la course pour manque de performance. Et actuellement, c'est ce qui est en train d'arriver à Aston Martin. Elle n'a pas le rythme qu'elle devrait avoir. Et il y a eu énormément de problèmes, notamment autour du moteur. Le moteur de Honda ne marche pas du tout. Il y a eu tellement de problèmes sur les 2 semaines d'essai hivernaux à Bahreïn que la voiture n'a pas roulé énormément. Il faut se dire que sur la deuxième semaine, Aston a bouclé environ 126 tours de mémoire. C'est ce qu'a fait Charles Leclerc sur une journée. C'est pas normal. Sachant que la voiture n'a roulé que 6 tours le dernier jour des essais. Parce que il y a eu pour manque de pièces de la part de Honda pour leur moteur. Et aussi une boîte de vitesse qui a pété pour l'écurie. Ce qui fait que du coup, en termes de fiabilité, on a actuellement la voiture la moins fiable du plateau, qui a le moins de performance et sûrement, à mon avis, la plus basse marge de progression sur l'ensemble de l'année. J'ai peur que Adrian Newey soit un peu frustré parce que la voiture, visuellement, on voit qu'elle a du potentiel, on voit que c'est une bonne base. Le problème, c'est que le moteur ne suit pas. Le moteur et la fiabilité ne suivent pas. Et tant qu'ils régleront pas ce problème, pour moi, je vois très mal Aston Martin monter dans les points, voire sur des podiums cette année. Pour moi, ça va être l'écurie qui va devoir être au même niveau de Cadillac et apprendre. Ça va être la triste réalité, c'est apprendre. Et bien maintenant, nous allons venir à cette nouvelle écurie, cette 11e écurie qui vient compléter cette grille de Formule 1 cette année, Cadillac Formula One Team. Alors, Cadillac en Formule 1. Ça a été confirmé il y a 2 ans maintenant. Et maintenant que le projet a été vraiment mis en marche, on peut estimer qu'il y a vraiment de l'intérêt pour cette écurie. Déjà par le duo de pilotes qu'ils ont engagé. Ils ont engagé Valtteri Bottas aux côtés de Sergio Pérez. 2 pilotes très expérimentés qui ont fait une longue carrière en Formule 1 durant l'ère hybride. Ce qui leur permettra de développer leur écurie et leur voiture dans le bon sens, à mon avis. Mais après, comme l'a dit Cadillac eux-mêmes en interview, ils ne sont pas là pour jouer les points, jouer les podiums ou jouer les victoires. Actuellement, 2026 pour eux, c'est leur planche de départ, c'est leur ligne de départ. Ils sont là pour apprendre, comprendre et développer. Ça va être leurs premiers objectifs. Et déjà, si on les voit jouer des top 15, ça sera beau pour une écurie jeune qui vient d'arriver et qui part vraiment de zéro. C'est pas comme Audi qui a racheté Stake, Sauber, appelez ça comme vous voulez, et qui a déjà entre guillemets une base en Formule 1. Là, on part d'une écurie jeune qui part de zéro. Vous voyez ça comme un My Team en fait. Vous voyez ça comme un My Team dans un jeu de Formule 1. L'écurie vient d'arriver, elle part de zéro. Elle a aucune infrastructure, elle a aucune idée de ce qu'elle va faire ni de comment elle va faire. Mais justement, les pilotes, ils sont là pour aider les ingénieurs et le développement de la voiture pour développer cette écurie au fur des années. Et moi, je vois bien Cadillac jouer pas mal de choses dans quelques années. Après, c'est mon pressentiment et mes espérances en vue de l'écurie, parce que Cadillac en Formule 1, c'est quand même beau. Maintenant, nous allons en venir à Audi, qui fait son arrivée officiellement en Formule 1. Après 2 ans où l'écurie s'est fait appeler Stake F1 Team ou Kick F1 Team, eh bien, nous passons enfin sous la marque allemande Audi, qui est là pour rougir et espérer faire une bonne impression dans le sport automobile. Sa voiture reprenant la livrée légendaire de la R26 ayant couru au Mans dans les années en 2016.
nous verrons si Audi est capable de tirer son meilleur jeu et de faire quelque chose de cette voiture. Mais actuellement, l'écurie a l'air de bien s'en tirer. Durant les essais, il n'y a pas eu trop de problèmes de fiabilité, ni trop d'erreurs. La voiture a l'air de plutôt bien marcher, avec son style bien à elle, en reprenant un peu un effet, un style zéro ponton, comme avait essayé Mercedes durant l'année 2022, ou 2022, début 2023, où la voiture avait pas de ponton en fait. Nous verrons si cela marche ou pas. Parce que pour l'instant, c'est encore une fois la seule écurie qui tente un zéro sidepod. Donc nous verrons si cette fois le projet sera concluant. Parce que nous l'avons bien vu durant la dernière ère, du coup 2022-2025, ça n'avait pas trop réussi à Red Bull et à Mercedes d'avoir fait un zéro sidepod. Parce que même Red Bull avait essayé ce projet en 2024-2025, mais ça n'avait pas trop bien marché. Du coup, nous verrons où est-ce que ça mène l'écurie et où est-ce qu'ils seront capables de jouer des coups de durance. Alors, maintenant, on va revenir sur les domaines des rumeurs et de ce qui se dit dans les paddocks. Alors, de ce qu'on a pu voir également, beaucoup d'écuries ont caché leur jeu durant les essais, parce que le but de ces essais actuellement, c'est surtout de comprendre les voitures, de savoir comment elles fonctionnent, comment elles réagissent, et surtout, c'est de les maîtriser le plus vite possible. Donc le but a été de rouler le plus longtemps possible et le plus rapidement possible en vue, et de masquer quand même son jeu pour garder des surprises pour le début de la saison. Parce que bon, nous l'avons bien vu, Aston ça leur a pas trop réussi. Mais pour beaucoup d'autres écuries, les tests ont été concluants. Il y a eu beaucoup d'innovations durant ces 2 semaines d'essai à Bahreïn et beaucoup de fiabilité de la part des écuries, à part quelques-unes. Si on devait prendre au cas par cas les écuries, je dois dire beaucoup font leurs tests comme ils sentent. Chacun apporte son idée d'innovation. Par exemple, il y a du coup le nouveau DRS, comme je l'entends. Du coup, l'aéroactif quand il s'active dans les lignes droites. Certains ont repris le design du DRS, du coup, une philosophie que toutes les écuries maîtrisent. Du coup, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme. Mais beaucoup ont essayé d'innover et l'ont fait différemment. Par exemple, Alpine qui, au lieu d'ouvrir l'aileron arrière pour laisser passer l'air entre les deux ailes, vient abaisser son aileron pour laisser passer l'air au-dessus. Ce que je trouve vraiment très intelligent de leur part. Ça a l'air d'être vraiment un beau projet où vous faites comme Ferrari et vous créez littéralement un nouvel aileron arrière qui tourne à 180 degrés et vient littéralement se retourner. Après, ça a été ils l'ont utilisé pour le tester sur 4 tours. Pour voir si la pièce marchait, du moins. Donc, on a vu qu'elle marchait. Après, est-ce qu'elle est vraiment performante ? Ça, du coup, nous le verrons dans le futur, parce que du coup, la pièce a été renvoyée aux usines à Maranello pour développer la pièce et la rendre encore plus performante. Nous verrons bien à Melbourne si la pièce sera présente sur la voiture, tout comme les nouveaux packages qui sont censés arriver dans 2 semaines. Nous verrons bien où Ferrari se positionnera, mais pour moi, à l'heure actuelle, en vue de ce qu'on a vu et de ce qu'on sait, pour moi, c'est la top team et la voiture à battre cette saison. Parce que je trouve que McLaren et Red Bull se sont fait très discrets et n'ont pas vraiment montré énormément de choses. Mercedes pourrait bien également avoir caché son jeu avec son moteur, sachant que de base, ils avaient dit qu'ils frôlaient des 400 km/h. Ce que je demande à voir durant certains Grands Prix. Mais à mon avis, pour moi, cette année, les 2 écuries qui vont se battre pour le titre, à mon avis, seront Ferrari et Mercedes. Après, est-ce que pareil, McLaren a caché son jeu tout comme Red Bull ? Peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas parce que les écuries montrent vraiment très peu et parlent très peu en interview, à part quelques-unes qui montrent quand même beaucoup de choses et même les pilotes parlent beaucoup, notamment Pierre Gasly ou Charles Leclerc qui disent vraiment du bien de leur voiture et qui se disent surveiller parce qu'il peut y avoir pas mal de choses. Donc nous verrons très bien dans 2 semaines ce que le Grand Prix de Melbourne nous donnera. Donc ce que nous avons vu piste. Donc après là pareil, des relais relativement solides pour la plupart des écuries, quelques problèmes de fiabilité. Il y a eu aussi quelques essais qualificatifs. Donc vraiment les voitures ont du rythme, on est très proche quand même des chronos de 2025. Donc honnêtement, on ne devrait pas perdre de rythme. Mais maintenant le problème qu'il y a sur cette année 2026, c'est les dépassements.
Parce qu'en gros, le problème d'avoir fait un ratio de 50-50 avec les moteurs sur le niveau thermique et électrique, en fait, c'est que l'énergie électrique est devenue plus importante. Et du coup, la gestion est devenue une part importante de la Formule 1. Vraiment, c'est très drôle. Hein. En wake, on se bat comme des chiens et on se donne des coups de roue. Ça se bat comme pour la place. En Formule 1, on fait de la gestion. Je suis désolé, hein. C'est censé être l'inverse. Pour moi, le WEC est rattaché plus à la gestion et la Formule 1 à l'attaque pure. Là, ils ont inversé les rôles, c'est pas normal. Mais du coup, voilà, hein, nous verrons bien ce que ça donnera, nous verrons bien ce que donneront les passes d'armes. On espère quand même avoir plus de dépassements ou une bride sur les moteurs pour justement aider à cette solution pour avoir du dépassement, un peu d'enjeu en piste. Parce qu'en fait, le problème que fait la FIA depuis beaucoup trop d'années, et ça, bon, personne ne le lit, mais bon, ils nous cassent les couilles quand même, hein, c'est que, en fait, leurs réglementations de merde, elles font que dénigrer la Formule 1 et d'empirer les choses à chaque année. Déjà que durant l'ère de 2022-2025, c'était difficile de doubler, mais alors là, c'est encore pire, comme l'a dit Max Verstappen ou même Isaac Hadjar ou même Lewis Hamilton. C'est une galère, mais une galère. C'est presque impossible de doubler cette année. Déjà que quand on reprend le début de l'ère hybride, donc 2014, les dépassements étaient moins fréquents que durant les années 2010 à 2013. Elles sont encore moins fréquentes depuis 2022 jusqu'à l'année dernière, et elles le seront encore moins cette année. À un moment, on va arriver à un Grand Prix de Monaco, mais sur l'ensemble de l'année. Donc en gros, il va falloir jouer des stratégies pour doubler dans les stands, et il n'y aura plus de de dépassement en piste. Ce que je trouve vraiment dommage. Et puis, autre petit problème aussi, c'est sur les séquences de départ. Du coup, je pense que vous avez vu ça sur les réseaux passés. C'est les séquences de départ. Les moteurs mettent trop longtemps à monter dans les tours et à charger le turbo pour pouvoir faire un départ correct. La seule écurie qui a réussi à éviter ce problème parce qu'il l'avait pré-shot il y a un an, mais comme toutes les écuries après ont dit ouais non ça va pas se produire, t'inquiète, gna 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 gna, ça va bien se passer, on continue le dev normal. La seule écurie à avoir développé son moteur de façon à réussir ses départs, c'est la Scuderia Ferrari. Fred Vasseur avait anticipé ce problème l'an dernier, avait prévu qu'il y aurait un problème sur ces moteurs en vue des séquences de départ. Bizarre, ils sont arrivés ces problèmes. Et qui a du coup un moteur qui réussit à faire un bon départ et à pas avoir de problème, c'est les Ferrari. Bon, je pense que vous avez dû voir Lewis Hamilton qui a fait 9 dépassements en une ligne droite, passant de la 9e place à la première sur une séquence d'essai sur les départs. Donc bon, ça on n'en reviendra pas. J'espère que la FIA, Dieu merci, prendra la bonne décision pour régler ce problème et que nous aurons quand même des passes d'armes et des départs vraiment très sécurisés parce que imaginons qu'une voiture ne parte pas. Par exemple, imaginons une Mercedes en première ligne ne part pas. Et bah en fait, les voitures vont se percuter les unes les autres et ça va devenir hyper dangereux. Donc franchement, la réglementation d'un point de vue sportif, elle est intéressante. Mais quand on voit le nombre de problèmes que ça crée et que la FIA n'a pas réglé ou n'a même pas daigné voir, bah en fait, ça dénigre la réglementation qui, à la base, devait revenir sur une base qui faisait penser aux voitures de 2014, voire 2013, où on avait une espèce de KERS, et là qui est remplacé par le mode boost. Mais ouais, ça devient vraiment très vague et on sait pas trop où ça va nous mener. Mais bon, malgré tous ces points et tous ces problèmes vus durant ces 2 dernières semaines, j'ai quand même quelques espérances tout de même pour le Grand Prix de Melbourne et on va quand même en faire part. Déjà, je vais vous donner un petit peu ma hiérarchie de qui je vois actuellement dans l'ordre en fait, dans le classement. On va partir du fond de la grille et on va remonter gentiment après vers les top teams. Donc actuellement, pour moi, tout au fond de la grille, je vois Aston Martin. En vue de ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines, on peut clairement dire que Aston Martin est la pire des écuries. Avec la pire fiabilité possible, la pire voiture qui n'arrive même pas à boucler quelques tours ou qui n'a aucune performance.
À moins qu'ils corrigent le tir hyper rapidement, on peut espérer les voir peut-être gagner quelques points dans la deuxième partie de saison. Mais la première partie de saison semble être très mal engagée en vue de l'écurie anglaise. Ensuite, je vois Cadillac. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est une écurie jeune qui vient d'arriver, qui est là pour apprendre. Ils ne sont pas là pour gagner, pour toucher des points. Pour l'instant, ils sont juste là pour mettre les choses en place et tout faire pour pouvoir gagner des points peut-être d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Pour l'instant, leur but, c'est vraiment d'apprendre, de comprendre. Ensuite, au-dessus, je verrais bien Williams. L'écurie anglaise s'est fait très discrète durant les essais, mais de ce qu'on a vu et de ce qu'a dit son directeur d'écurie Jens Wolf en interview, la voiture n'est vraiment pas la position voulue. La voiture n'a pas le gain de performance ou même la base qu'ils attendaient pour les essais. La voiture se retrouve très loin du midfield et se retrouve vraiment en fond de grille. Mais pareil, si Williams arrive à corriger le tir, je les vois bien remonter d'ici quelques Grands Prix, voire le milieu de saison. Ce que j'espère grandement pour cette écurie qui le mérite. Ensuite, je vois bien V-Carb et Kik. Et Audi, pardon. Il n'y a pas un plus que l'autre. Je les vois vraiment à peu près au même stade. Mais je vois quand même Audi devant V-Carb. Parce que je vois que Audi a quand même plus d'infrastructures que V-Carb, qui a quand même un peu de mal à s'enclencher, je dirais. Parce qu'avec un nouveau duo de pilotes, du coup, entre Lawson et Lindblad, ma foi, un duo de pilotes enfin, pas très homogène parce que, comment dire, ils ont un peu le même caractère. Donc, ça promet durant la saison. Mais après, même la voiture en elle-même n'a pas de grands gains de performance. Les deux sont dans le midfield. Elles joueront les points certainement. Après, à voir jusqu'où elles pourront aller. Ensuite, du coup, devant ces deux écuries, je vois Alpine. Alpine qui, pour moi, a tiré son épingle du jeu et qui a totalement corrigé le tir depuis 2025. 2025, vraiment la saison catastrophique qu'on a eue. Flavio Briatore a vraiment pris les décisions qu'il faut pour mettre en place une écurie qui tienne la route en 2026 et qui puisse se battre pour les points, voire même venir titiller les top teams. Parce que juste devant, du coup, je vais en venir à la suite, nous avons pour moi Red Bull. Red Bull et McLaren. Je mettrai quand même McLaren devant parce qu'on voit un peu plus de performance et de rigueur dans les chronos et dans la constance. Pour moi, Alpine, s'il se démerde bien durant la saison, apportant des bonnes évolutions et des gros packages, peut venir titiller les deux écuries et pourquoi pas revenir dans les top teams dans leur objectif de 100 Grand Prix comme il l'avait expliqué en 2023. Pour l'instant, ça sera en train de se confirmer. Du coup, maintenant, pour en venir à McLaren et Red Bull, comme je l'ai dit, de la vigueur, de la rigueur, de la constance. Donc pour moi, ce ne sont pas encore les écuries qui viendront jouer les victoires, mais ça se battra pour du podium ou le top 5. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de grandes performances capables de venir titiller Mercedes ou Ferrari. Ensuite, pour moi, en deuxième, je mettrais Mercedes. Pour moi, Mercedes a l'air quand même de cacher un petit peu son jeu, mais je ne les vois pas quand même en cacher trop. Pour moi, ça se voit, il se donne, on va dire, à 80-90% de la voiture. Il y a peut-être un 10% lié au moteur, peut-être à cause d'une bride ou quelque chose comme ça, parce qu'il voudrait cacher la vraie puissance du moteur, ce que je peux comprendre. Mais pour moi, c'est pas la voiture qui domine actuellement les essais, je trouve. Et pour moi, la voiture qui a dominé les essais, et pour moi qui est la voiture à battre cette saison, c'est la Ferrari. Fred Vasseur a initié durant cet hiver un nombre d'innovations grandioses durant ces 3 derniers mois. Il a tout fait pour développer cette Ferrari de A à Z. Lewis Hamilton l'a confirmé, il se sent beaucoup plus à l'aise avec celle-là parce que de 1, il a participé au développement de la voiture, il s'y sent plus affilié qu'à l'ancienne. Parce que l'ancienne était une voiture dont il avait hérité de Carlos Sainz. Là, c'est une voiture qu'il a fait naître. Donc il se sent beaucoup plus à l'aise et on sent dans les chronos, dans la vigueur et dans la rigueur de leur chrono et de leur relais, on sent qu'ils sont vraiment à l'aise avec la voiture et qu'ils en ont sous le pied. Pour moi, pareil, le Ferrari cache un petit peu son jeu, malgré l'apport de nombreuses innovations dans le nouvel aileron arrière. Mais pour moi, ça va donner beaucoup de choses. Ça va donner beaucoup de choses cette saison pour Ferrari. Et j'espère
que tous ces espoirs que je porte en eux concluront à peut-être une victoire en championnat pilote comme nous. Et du coup, maintenant nous venons à cette conclusion de vidéo. Nous avons fait à peu près le tour de tout ce qui a été dit, vu et fait durant cet hiver et ces essais. Donc j'espère que 2026 sera un bon relais de passage, on va dire. Voyons-le comme une porte vers une nouvelle ère, parce que comme on sait, la FIA veut passer en zéro émission de carbone d'ici 2030. Est-ce que ça arrivera, sachant que M. Ben Sulayem, président de la FIA, a clairement annoncé qu'il envisageait potentiellement un retour des moteurs V8 d'ici 2030. Est-ce que ça viendrait avec son projet de zéro émission de carbone? Je ne sais pas. Ça sera à lui de nous le dire durant les prochaines années. Mais j'ai de grandes attentes. J'espère quand même de la bataille, de la baston. Je veux voir du dépassement. Je veux voir de la bataille pour le titre. Je veux que ça se castagne comme dans le début des années 2000 où vraiment les écuries elles se battaient à ras-le-bas de combat pour le titre. Et vraiment, j'espère qu'on retrouvera cet aspect quand même très bagarre plutôt que gestion en fait. Parce que c'est dans l'optique dans laquelle on se dirige à l'heure actuelle, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Mais sur ce, moi je vais vous dire de passer une très bonne fin de semaine. Nous nous retrouverons juste après le Grand Prix de Melbourne pour en débattre. Bien sûr que je serai présent. J'espère que nous pourrons en débattre. Et sur ce, moi je vous dis de passer une très bonne semaine. Et nous nous reverrons dans 2 semaines à Melbourne. Sur ce, bonne fin de journée. Ciao, ciao. Attends, c'est pas terminé totalement. Je vais parler 2 minutes de la saison de Formule 1 et après je vous fais un petit point sur cette série qui va être faite par Hugo. Déjà à côté de Formule 1, je vois évidemment en fin d'année Ferrari champion du monde et Mercedes vice-champion. On retrouvera selon moi McLaren en 3ème position et Red Bull 4ème. Ensuite en dessous on retrouvera peut-être notre écurie française Alpine. Pour ensuite avoir la Haas, ensuite la Racing Bull, la Audi, la Cadillac et l'Aston Martin. Je crois que j'ai fait toutes les équipes. Non, j'ai oublié Williams que je mettrai milieu de peloton entre Haas, je pense, et Audi. Voilà, Williams qui est là en plutôt bonne forme. Concernant la saison de Formule 1 côté pilote, je ne pourrais pas dire à l'heure actuelle qui sera titré champion du monde. Norris a eu son premier titre l'année dernière en 2025. Est-ce qu'il aura un 2ème titre cette année? Est-ce que Verstappen aura un 5ème titre? Est-ce que Hamilton va battre Michael Schumacher, avoir un 8ème titre? Ou est-ce que Charles Leclerc va devenir champion du monde? Ou est-ce qu'on verra un Français champion du monde? Bon, celle-là, j'y crois un petit peu moins. Mais je peux pas encore totalement dire. Dans mon cœur, j'aimerais que ce soit ou Hamilton qui soit 8 fois champion du monde, car j'adore ce pilote, ou Charles Leclerc qui devienne champion du monde de Formule 1. J'ai pas envie que Verstappen soit champion. Si Norris est champion, ça me dérange pas plus que ça. Mais si Verstappen est champion, ça me fait chier. Voilà, ça c'était pour le petit point sur la Formule 1 de mon côté. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur Simtech et surtout sur cette série Récapoto qui va être faite de A à Z par Hugo. Décision très difficile pour ma part, mais je voulais absolument faire une série qui faisait un récap de l'automobile et du sport auto en fait d'un week-end de course sur ma chaîne YouTube. Or, vous le savez, je n'ai pas le temps de faire ça car je suis en internat. Donc les Grands Prix de Formule 1 ont lieu le dimanche. Entre le dimanche et le dimanche soir, j'ai pas le temps de écrire, tourner, monter, publier la vidéo. Donc, pour ça que Hugo intervient. Il devient mon associé et il devient désormais un producteur officiel de Simtech FR. Donc les vidéos récapoto sortiront les mercredis après week-end de course, le maximum possible. J'ai fixé à Hugo une règle, c'est d'essayer de faire 20 récapoto sur les 24 Grands Prix de Formule 1. Donc ça nous fait un bon nombre quand même, ça fait 20 vidéos de la part d'Hugo sur toute l'année. Concernant Hugo, c'est lui qui s'occupe de l'écriture de la vidéo, du tournage de la vidéo comme vous l'avez vu, et du montage de la vidéo. Et ça c'est important, il faut bien que vous le sachiez. C'est un tout nouveau monde pour Hugo qui ne connaît pas vraiment l'univers YouTube et comment les codes de YouTube. Donc le montage risque d'être au début de la série un petit peu primaire, genre il va avoir quelques musiques et quelques cuts, c'est tout. On va pas avoir d'effets spéciaux incroyables. Au fur et à mesure de l'année, vous allez voir une évolution sur la vidéo d'Hugo, car il va apprendre de ses erreurs et apprendre à perfectionner ses vidéos. Comme moi, ça l'a été. Au début, mes montages ressemblaient à ça. Ça fait pas rêver. Pareil, petit point au niveau du micro de Hugo, parce que vous l'avez certainement vu, son micro est très faible.
Et il me l'a dit, il va acheter un nouveau micro d'ici quelques temps. Donc, d'ici quelques épisodes de Récapoto, vous aurez une meilleure qualité audio de la part de Hugo. Au niveau des miniatures, quand même, un petit remerciement pour Mastoud qui va faire les miniatures des Récapoto, qui fait déjà mes miniatures et qui va s'occuper en plus des miniatures des Récapoto. Ça commence à lui faire pas mal de travail à mon petit Mastoud. Alors, sachez que je n'aurai pas le temps de regarder toutes les vidéos d'Hugo. Celle-ci, je vais les regarder parce que j'ai eu le temps. Mais je ne prendrai pas systématiquement le temps de regarder les vidéos de Hugo, celles qui sortent. Donc, s'il y a des problèmes dans les vidéos, faites-lui savoir dans les commentaires. Il a accès à la chaîne YouTube, il a accès à toutes les statistiques, tous les commentaires. Donc, il pourra lire vos commentaires. De temps en temps, je lui donnerai également mon avis si j'ai le temps de regarder la vidéo. Mais votre avis est le plus important. Accueillez bien Hugo parce qu'il va être avec vous toute l'année pour que vous compreniez les actualités de sport automobile. On va parler dans le récapoto de Formule 1, Formule 2, WEC, WRC et MotoGP. Voilà, accueillez bien Hugo. Sur ce, je répète ce qu'a dit Hugo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous abandonne pas puisque moi j'ai une nouvelle série qui va arriver dès ce vendredi midi. Donc activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette nouvelle série qui va vous plaire, j'en suis sûr. Et on se retrouvera toujours les dimanches midi pour des vidéos diverses. Donc les Actu en début de mois et des vidéos gaming les autres dimanches. Merci d'avoir suivi ce récapoto. Je vous laisse cette année avec Hugo au commandé récapoto. Moi les vendredis et dimanches. C'était Tarzo, à la prochaine. Ciao ciao.